Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Red Bull va devoir choisir ses batailles en 2023 après la sanction de la F1. Vous devez choisir vos priorités un peu plus soigneusement, je suppose. Donc c'est James Kay, directeur de McLaren, directeur technique de chez McLaren. Si un d'entre nous devait prendre 10% de temps moins de R&D en soufflerie, un peu comme nous l'avons fait au fil des ans avec les ATR, restriction d'essai aérodynamique, de plus en plus lourd maintenant avec le plafonnement des coûts, vous vous adaptez à la situation et vous jouez sur vos points forts. Vous vous dites, nous avons un peu moins de capacité ici, alors pour maintenir votre taux de développement, ce qui est exactement le but recherché, choisissons un peu plus soigneusement. Nous n'avons pas la marge de manœuvre dont on dispose aujourd'hui, exactement comme les équipes ont abordé l'ATR lorsqu'il est arrivé progressivement au fil des années. Vous vous adaptez simplement pour essayer de tirer le meilleur parti de la situation. Ensuite, je suppose que lorsque vous revenez l'année suivante, vous emportez probablement une partie de cet apprentissage avec vous et vous devenez un peu plus efficace. Ça aura un effet négatif sur n'importe quelle équipe, mais la réalité est que vous n'essayez pas de faire la même chose qu'avant et de manquer de temps ou de devoir attendre jusqu'à ce que vous puissiez retourner sur la prochaine période de R&D. Oh, c'était chiant son interview, ça m'a saoulé. Franchement, voilà, on le sait déjà tout ça. Oui, on sait de toute façon que Red Bull, ils vont réorganiser leur façon d'évoluer la voiture, malgré la pénalité. Donc, la pénalité est une pénalité sans en être une vraiment. Bon, on verra, mais c'est sûr qu'ils auraient préféré avoir tout le temps de soufflerie en plus, j'imagine. Mais pas sûr que ça les fasse réduire... Enfin, que ça les fasse perdre 3 ou 4 dixièmes au tour non plus, comme le prétend Horner. Il parlait jusqu'à 5 dixièmes, lui. Un peu dans l'excès, Christian, comme souvent. Bon, bref, on verra bien. Allez, je vous laisse commenter. Toto Wolff, il n'y a aucune raison de ne pas continuer avec Lewis. Eh ben, allez-y. Allez, signez un contrat, les gars. Bien qu'il n'y ait pas de date spécifique qu'il y ait un nouveau contrat pour Hamilton, Wolff s'attend à ce que plus de choses soient révélées dans un avenir proche. Alors, est-ce qu'ils attendent de voir les premières courses, comment ça va se passer, ou est-ce qu'ils vont faire ça avant la reprise de la saison? C'est la question qu'on peut se poser. La liste des choses à faire, avec tout ce qui doit être encore accompli, est très longue. Le contrat d'Hamilton est définitivement un des sujets qu'on va aborder cet hiver, cependant il n'y a pas de date limite spécifique qui est rattachée. Lewis fait partie de notre équipe, et notre équipe fait partie de Lewis. Il n'y a aucune raison de ne pas continuer avec l'un ou l'autre. Hamilton a lui-même déjà indiqué qu'il serait heureux de rester chez Mercedes dans les années à venir. Bon, alors, voilà. Est-ce qu'ils vont signer avant mars ou après, ou est-ce qu'ils vont attendre de voir la première partie de saison, comment ça se passe, etc. De toute façon, voilà, quoi qu'il arrive, son contrat expirera fin 2023. Pour l'instant, il reste pilote Mercedes, donc quoi qu'il arrive. On verra bien, écoutez, ça serait bien qu'il signe avant le début de saison. Comme ça, au moins, on sera fixé, quoi. On verra. Allez, ciao. Grosjean voit Mercedes revenir dans la course au titre et Red Bull rester au sommet. Je vois Mercedes revenir dans la lutte pour le titre, tandis que je vois Red Bull rester en tête, même s'ils ont moins de temps de soufflerie que tout le monde en raison de leur position dans le championnat et à cause de la pénalité. Je pense que Ferrari aura à nouveau une voiture solide et je pense que Mercedes sera à la hauteur. Déclare donc Grosjean dans une vidéo de sa chaîne YouTube, j'imagine. Donc, par contre, il voit toujours Red Bull dominer. Les règles pour 2023 n'ont pas tellement changé, les voitures doivent être un peu plus relevées, le plancher va être plus serré, mais les règles restent à peu près les mêmes. Ce qui me fait penser que Red Bull devrait toujours être en tête, Ferrari devrait encore avoir une très bonne base, et Mercedes a beaucoup appris l'année dernière, et je pense sera forte en 2023. Voilà les petites prédictions de Romain Grosjean, donc. Bon, il prend pas trop de risques, voilà. En même temps, c'est logique, c'est ce qui est le plus probable, d'un côté, donc... Je pense que Red Bull va quand même avoir la vie dure. Franchement, je serais très étonné qu'ils dominent, comme ils ont dominé 2022 avec des pénalités soufflerie en moins, de temps de soufflerie en moins et tout là. Franchement, s'ils arrivent à dominer comme ils ont fait en 2022 avec des temps de soufflerie en moins, ils vont tuer les prochaines saisons de Formule 1. Personne n'arrivera à les battre. Donc vraiment, 2023 là, ça va être une année cruciale pour l'avenir de la F1 et du spectacle en piste. J'espère que les performances vont se resserrer, même avec le midfield d'ailleurs. Allez, je vous laisse commenter. Steiner loue la transparence de la F1 par rapport à l'ère Ecclestone. Oui, c'est clair que c'est un environnement plus sain, on va dire, que celui qui avait mis en place Ecclestone. Je pense qu'ils sont différents par rapport à Ecclestone, c'est sûr même, ils sont différents parce que tout le monde est considéré. Avant, avec Bernie, les grosses équipes avaient toujours un petit avantage, mais c'était pour une bonne raison, parce qu'ils donnent plus au sport en fournissant des unités de puissance et des choses comme ça. Cependant, je pense que c'est plus transparent maintenant avec Stefano Domenicali aux commandes. Il y a plus d'informations, ils essaient toujours de nous tenir au courant de ce qui se passe dans le monde, sur ce que sera notre monde,
car nous sommes toujours à la pointe, donc je pense qu'il est plus transparent, nous sommes plus informés. Je ne critique pas ce que Bernie a fait, c'était différent, nous devons y penser, les temps étaient différents, tout était différent. Désormais, la F1 est plus populaire, la répartition des revenus est plus équitable. Nous avons 10 équipes qui sont toutes très stables. Auparavant, nous n'avions jamais 10 écuries stables. Il y en avait toujours une ou deux un peu en retard alors que maintenant, tout le monde est stable. Ça a été rendu possible de la façon dont Liberty a abordé le sport. Il ne voulait que les 10 équipes. Il voulait que les 10 équipes puissent vivre commercialement. C'est une réussite, hein. C'est une réussite et c'est pour ça que certaines équipes voient d'un mauvais œil l'arrivée de Andretti, par exemple. Ils veulent pas forcément partager les gains et remettre en cause cette stabilité, même si au final, avec Andretti, je pense pas que ça remettra en cause quoi que ce soit, c'est juste que les revenus seraient un peu dilués, mais en même temps, ça ferait un peu plus de spectacle, je pense, 2 monoplaces en plus sur la grille. Bon, on verra ce qu'ils décident, en tout cas, oui, effectivement, l'ère Liberty Media, c'est quand même mieux que l'ère Bernie Ecclestone. Même Liberty a réussi à faire en sorte que la F1 soit plus populaire, soit plus ouverte sur les réseaux sociaux, etc., quoi. C'est une bonne chose. Vous en pensez quoi? Le fils de Juan Pablo Montoya signe en tant que pilote junior Red Bull. Oh, Juan Pablo, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as mis ton fils dans le giron Red Bull? Il faut pas faire ça. Le fils de Juan Pablo sera en action pour l'équipe high-tech lors de la prochaine saison. Montoya faisait déjà partie de la famille Red Bull en 2022 en tant qu'athlète sponsorisé par la marque de boissons énergisantes. En 2023, cependant, il fera partie de l'équipe junior officielle Red Bull. Inutile de dire combien est ravi de cette opportunité. Le fils de l'ancien pilote de F1 à 17 ans et pilote des voitures de Formule depuis 2020. Pour le compte de Prema, il a terminé 4ème du prestigieux championnat italien de Formule 4 en 2021 et en 2022. Il a surtout impressionné lors du championnat asiatique de Formule régionale, où il a remporté 2 courses et a finalement terminé 7ème du championnat pour Prema. Début 2023 donc, Montoya courra sous la bannière Red Bull pour High-Tech Grand Prix dans le championnat de Formule régionale du Moyen-Orient. Ce championnat se déroulera en janvier et février. D'autres courses pourraient s'ajouter à son programme. Bon, voilà, il a l'air plutôt bon ce gamin, hein. Bon, maintenant il a déjà 17 ans, il va falloir avancer un peu plus vite, je pense. Il faut passer en F3, F2, etc., quoi. Sinon, d'autres talents pourraient bien lui ravir à sa potentielle place en Formule 1 dans quelques années. Mais bon, on verra. Il a encore le temps quand même. Ne précipitons pas les choses. En tout cas, il a l'air plutôt bon. Bon, à voir si ce sera un pilote Red Bull un jour en Formule 1, pourquoi pas en 2026-2027, même si je pense qu'il passera chez AlphaTauri quoi qu'il arrive avant. Donc le fameux Sébastien Montoya. Vous en pensez quoi, vous? 2 nouveaux directeurs de course en 2023? Oh, encore? Ils ont encore changé? Putain, non. Alors, Michael Masi, on va pas revenir sur ce qu'il a fait, hein, sur sa carrière fructueuse, n'est-ce pas? Wittich, pour sa part, semblerait avoir perdu la confiance de la FIA à la suite du contentieux entre Alpine et Haas au Grand Prix des États-Unis l'an dernier, lorsqu'Alonso avait roulé en piste avec une place endommagée, mais que Haas avait déposé sa réclamation en dehors du délai légal. Ouais, c'est vrai que ça, c'était un mauvais souvenir. Hein. Concernant 2023, donc, le président de la FIA a indiqué que l'instance dirigeante est actuellement en train de former des commissaires et des directeurs de course, mais n'a pas confirmé la présence des directeurs actuels, Freitas et Wittich. Nous menons une démarche actuellement avec mon équipe concernant les directeurs de course. Nous allons former les commissaires et les directeurs de course. On ne peut pas avoir qu'un seul directeur de course et lui faire entièrement confiance toute l'année. Il faut donc penser à former une deuxième ligne. Si nous voulons soutenir le monde du sport auto, nous devons être préparés avec une meilleure formation et nous pensons que quelque part il y a toujours un meilleur directeur de course et un meilleur commissaire. Il pourrait donc bien y avoir 2 nouveaux directeurs de course cette saison en Formule 1. Ces derniers devraient être annoncés peu de temps avant le début de la saison, donc fin février ou début mars. Ce manque de stabilité au niveau des commissaires et des directeurs de course, quand même, c'est un problème. Hein. Il va vraiment falloir qu'ils trouvent les bonnes personnes, hein, parce que là, va changer comme ça tout le temps, hein, c'est jamais bon. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Les équipes parcourront 135 000 km avec des allers-retours. Oh là là, 135 000 km. C'est plus de 3 fois le tour de la Terre, en gros. C'est monstrueux. Alors, un calendrier qui semble contredire certains des sujets brûlants de la catégorie s'était proposé d'aborder, maîtrise des coûts et réduction des émissions avec des allers-retours transocéaniques. Les coûts logistiques sont importants et ont tendance à augmenter non seulement en raison de l'augmentation de tests, mais aussi en raison des prix du carburant, de l'hôtel, de l'offre limitée de fret aérien. Il pourrait être réduit avec un calendrier plus rationnel, ou regroupant mieux les épreuves. De plus, la logistique est la principale cause d'émissions de la F1. Et le sport avait proposé de s'attaquer à ce problème, à l'aide d'une chaîne de calendrier avec moins de sauts transocéaniques dans une trajectoire vers un calendrier plus regroupé par région. Ce sont des problèmes que Liberty et les équipes ont voulu résoudre. Un calendrier qui en plus était moins cher et moins dur
Pour les composants des équipes, certaines équipes ont déjà envisagé des rotations de personnel, même s'il est clair que tous ne sont pas remplaçables ou n'ont pas de remplaçants. Le coût logistique est désormais une préoccupation sérieuse pour toutes les équipes. Le coût de fret aérien devrait augmenter de manière significative. Une augmentation de 40%, les hôtels aussi augmentent leur prix, sachant que les fans voyagent à nouveau et remplissent ces circuits. Bon, c'est un peu long, mais je vais tout lire parce que c'est intéressant quand même. Regardons le calendrier 2023, les premières courses sont à 2 semaines d'intervalle et se déroulent sur d'autres continents. Tant de temps entre eux les oblige à rentrer chez eux sur des vols transocéaniques coûteux. Dans bien des cas, une bonne partie des places sont réservées avant que le calendrier soit connu, ce qui oblige soit à opter pour des billets plus chers, soit à ce qu'une partie du personnel passe une journée ou deux de plus à la place du généraliste. La traduction bizarre là. Ça n'a aucun sens pour les équipes que les 2 premières courses, Bahreïn et Arabie Saoudite, à 2 semaines d'intervalle. Ça a moins de sens de courir à Bakou et le dimanche suivant de faire Miami pour rentrer en Europe, ou le voyage Barcelone-Canada-Autriche, ou courir à Austin pour aller au Mexique et à Sao Paulo et revenir aux États-Unis à Las Vegas. Ouais, il aurait fallu peut-être regrouper Austin et Las Vegas une semaine après, quoi. Par exemple. Ils ne veulent pas non plus de triple enchaînement, car le staff arrive très fatigué à la 3e course, ou des chaînes. Par exemple, Imola-Monaco est plus problématique que Barcelone-Monaco, à cause de la distance, et parce que Monaco est filmé le jeudi, qui est une journée moins dédiée au montage. Et la triple leader Imola-Monaco-Barcelone pose problème car le montage et la descente de Monaco est plus lente que sur les autres circuits. Avec l'augmentation des coûts de fret aérien, certaines équipes envisagent d'envoyer une partie du fret par bateau. Les box, les tables, chaises, etc., quitte à disposer de 5 ou 6 kits de ces éléments, mais le fret maritime comporte plus de risques que le fret aérien, puisque certains ports sont débordés. En revanche, les liaisons extra-européennes ont le problème de subir des retards d'avion ou de dédouanement. L'année dernière, il y a eu un grave problème lorsqu'un avion est tombé en panne. Mais ce sont peut-être les circonstances météo qui ont causé le problème. En revanche, si certains médecins généralistes paient, il est logique qu'ils exigent certaines dates ou essaient d'éviter des dates qui coïncident avec un test voisin. Putain, la dernière phrase est mal traduite, au secours. Ah, c'est bien les IA, mais il faut qu'ils fassent des progrès sur la traduction quand même. Il y a des tournures de phrases qui sont pas terribles. Bon bref, on a compris l'essentiel de toute façon. L'essentiel, c'est qu'en fait, la FIA, la F1, a mal géré son calendrier et qu'ils auraient pu faire des efforts pour regrouper un peu tout ça mieux, quoi. Tout simplement. Et ça n'a pas été fait, et donc voilà, on va avoir encore des émissions de CO2 monstrueuses à cause de ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Russell est convaincu que la Mercedes est sur la bonne voie de développement. Je pense que lorsque vous regardez le développement que nous avons apporté cette année et le rythme auquel nous avons réduit l'écart, rien ne nous dit que nous ne pouvons pas y parvenir. Depuis environ 2 mois, nous savons clairement quels objectifs nous devons atteindre en termes de développement. Je suis assez confiant que si nous y parvenons, nous aurons une voiture avec laquelle nous pourrons rivaliser avec Red Bull. Au début de cette année, nous nous sommes qualifiés derrière Alfa Romeo et Haas. Je me souviens, à Imola, j'ai terminé 4ème et j'étais au même rythme que Lando. Et j'avais Valtteri Bottas, qui me poursuivait dans l'Alfa. Ils étaient plus rapides que nous dans cette course. Bon, ça, effectivement, il a déjà dit précédemment, on l'avait vu. Le fait que nous soyons maintenant en mesure de nous battre pour des victoires en course montre que beaucoup de choses ont été faites. Ouais, alors, ils se sont battus pour la victoire au Brésil, certes, mais bon, à Abu Dhabi, c'était quand même plus dur. Hein. C'était un peu retour dans les difficultés, j'ai l'impression. Donc il va falloir vraiment être capable de se battre pour les victoires sur tous les circuits, et pas que sur un seul type de circuit, parce que tu peux pas jouer le titre comme ça, en fait. Hein. Il y a tellement de tracés différents que bon... Ou alors il faudrait 22 Grands Prix du Brésil, mais bon, c'est pas possible. Hein. Mais le rythme de développement, j'ai bon espoir que nous pourrons définitivement nous battre pour le championnat. Les saisons se réchauffent effectivement. Définitivement. Les saisons se réchauffent, bah oui, avec le changement climatique, hein, évidemment. Ce sera certainement l'un des défis, dont l'un est que vous souhaiteriez pouvoir faire un meilleur travail que vos concurrents. Bon bref, ils vont s'asseoir avec l'équipe, tout ça, voilà. Bah écoutez, voilà, de toute façon, plus beaucoup de temps à attendre, hein, moins de 2 mois avant la reprise, 1 mois et demi avant les premiers essais privés, donc voilà. Et 1 mois et quelques avant les premières présentations de monoplace. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, hein. J'espère que 2023 sera meilleur que 2022 quand même, hein. Même pour le spectacle en général. Hein. Parce que si on repart sur une nouvelle saison où Red Bull éclate tout le monde, franchement ça va être chiant. Ça va être très chiant. Bon, je vous laisse commenter. Vettel pense qu'il aurait aimé courir avec Hamilton, alors en tant qu'équipier, hein, évidemment. J'ai parlé avec Niki Lauda, mais pour être honnête, c'était à mi-chemin de la période Ferrari, évidemment. Ça aurait été un gros problème, car Lewis était numéro 1. Je ne sais pas s'ils auraient aimé nous avoir tous les deux dans l'équipe. Oui, parce que du coup, Vettel, il se serait pas laissé faire en tant que numéro 2. Hein. Ça aurait peut-être fait une Rosberg Hamilton bis.
Je n'avais pas non plus beaucoup d'intérêt à ce moment-là parce que j'étais tellement attaché à Ferrari, c'était mon rêve de faire fonctionner ce truc. Alors vous parlez, mais c'était pas vraiment sérieux. Seb a ensuite déclaré qu'il aurait adoré courir avec Lewis dans la même voiture. Je pense que ça aurait été un grand défi et je pense que j'aurais apprécié ça, mais c'était tout simplement pas censé se passer comme ça. À cette époque, comme je l'ai dit, mon objectif était de gagner avec Ferrari. Je ne voulais pas changer d'équipe et gagner avec Mercedes, mais ça ne s'est pas fait. Je suis cool avec ça, ça me dérange pas. Bah, perso, ouais. J'aurais bien aimé voir ce que ça aurait donné Vettel-Hamilton équipier. En plus, ça aurait fait un Allemand pour Mercedes. Après Rosberg, par exemple, Vettel aurait pu prendre la suite. Mais bon, ça s'est pas fait comme ça, donc voilà. Je pense aussi que Mercedes, s'il voulait un coéquipier moins encombrant que Rosberg ou Vettel pour Hamilton. Hein. Parce que si ça avait fait pareil en 2017 entre Vettel et Hamilton, putain, ils auraient pété un plomb, les gars, quoi. Laisse tomber. Mais bon, dommage qu'on n'aura jamais vu ça. Je vous laisse commenter. Alors Weber dit que Verstappen a été surpris des consignes d'équipe à Sao Paulo. Bah, sachant que d'habitude les consignes elles vont dans son sens à lui et pas dans le sens de son équipier. Donc il a été doublement surpris du coup. S'adressant à Speed Café, Weber, qui a connu une controverse intra-équipe avec Red Bull aux côtés de Vettel, a déclaré: les directeurs d'équipe gèrent toujours la dynamique entre les pilotes. C'est très facile de gérer ça quand vous ne vous battez pas pour les victoires ou la position au championnat. Pour les 4 ou 5 premiers, il y a généralement pas de réelle friction entre les pilotes et la direction a plus de facilité à gérer ça. Mais évidemment, quand il y a des championnats ou des positions de championnat en jeu entre les deux pilotes, le directeur d'équipe est également mis à contribution. Mais il n'a pas toutes les réponses. À mon époque, c'était la première expérience pour Christian, Sébastien et moi chez Red Bull. Il y a eu des moments difficiles, mais c'est la nature de la bête. Au sujet de l'incident brésilien, Weber ajoutait: avec le recul, il y a des décisions que vous pourriez prendre différemment, et mieux pour l'équipe ou le pilote en particulier, mais notre sport est très riche de ce genre de problèmes. Ils ne peuvent pas non plus appuyer sur le bouton pause au milieu de la course. La communication avec Max au Brésil a semblé surprendre quelque peu. Ça a été traité en interne après la course, essayer de parler au pilote avec son casque dans les derniers tours de course pour essayer d'avoir une image complète de ce qui se passe n'est pas toujours facile. Les médias n'ont pas toujours besoin de savoir non plus. Il y a des choses qui doivent rester privées au sein de l'équipe. Ah bah ça oui, on est d'accord, hein, de toute façon. C'est ce qu'ils ont fait, hein, de toute façon ils ont gardé tout privé. Hein. Il n'y a jamais eu d'allusion à ce qui s'est passé à Monaco par exemple, dans la presse. Ils ont gardé ça confidentiel. Alors y aura-t-il d'autres incidents entre Verstappen et Perez en 2023 ? On peut se poser la question. Moi je pense de toute façon que la RB19 va être taillée 100% pour Max, ce qui n'était pas vraiment le cas de la RB18 au début, qui était plutôt neutre pour les deux pilotes. Et là on voyait que Perez était beaucoup plus proche d'un côté de Max que à la suite de la saison. Donc bon, peut-être qu'il y aura dès le début pas match entre les deux en fait. Donc le problème ne se posera pas. Mais bon, on verra. Allez, je vous laisse commenter. Binotto ne peut pas rejoindre une autre équipe en raison d'un congé. Mattia Binotto ne pourra pas rejoindre une autre équipe de F1 l'année prochaine. L'ancien patron de Ferrari sera en congé de confidentialité de 12 mois. Waouh, 1 an, putain. Bah, du coup, il va être payé à rien faire par Ferrari pendant 1 an, quoi. D'ailleurs, c'est aujourd'hui même, apparemment, que Vasseur a pris ses fonctions chez Ferrari officiellement. Donc voilà. Néanmoins, Binotto et Ferrari sont toujours quelque peu liés. En effet, donc on sait que Binotto et Ferrari se sont bien d'accord sur un congé de confidentialité de 12 mois. Binotto ne devra pas travailler pour Ferrari pendant cette période, mais il ne sera pas non plus autorisé à travailler pour une autre équipe. Ferrari aurait géré ça en compensant financièrement, évidemment, l'ancien patron de l'équipe. En cela, la méthode de Ferrari est en contradiction avec les changements qu'on a vus entre McLaren et Sauber, où Zak Brown a permis à Seidel de partir immédiatement pour Sauber. Ouais, mais bon, je pense que McLaren, ils se sentent un peu moins menacés par Sauber, par exemple. Parce que, évidemment, si Binotto va chez Mercedes ou Red Bull, c'est quand même là, c'est plus délicat, quoi. Hein. Là, ça joue le titre, hein. C'est pas les places d'honneur, là. Hein. Bon, voilà, pour Binotto, qui va être payé, donc, à faire une année sabbatique, hein, entre guillemets. Il va pouvoir se reposer un peu d'un côté. Ciao. Calvin Lowe, interviewé encore. Il a de grands projets, le milliardaire de Hong Kong, espère entrer dans le monde de la Formule 1 avec sa propre équipe. Bon, ça, on l'avait vu précédemment. Alors, est-ce qu'il aurait des pilotes en tête, des noms en tête, s'il avait sa propre écurie ? Tu sais, pour être parfaitement honnête avec toi, le simple fait d'avoir une équipe sur la grille est déjà énorme. Alors tu sais, n'importe quel pilote en ce moment, qu'il soit sur la grille. Par cela, Lou entend non seulement les pilotes qui courront en Formule 1 la saison prochaine, mais aussi les gars qui ne sont pas prêts pour le moment. Lou est un grand fan de Formule 1, mais son grand intérêt pour le sport auto va au-delà de la classe reine, les week-ends de Grand Prix. L'homme de Hong Kong aime aussi regarder la F2 ou la F3. Évidemment, sur la grille, même les pilotes émergents, je pense que c'est pas parce qu'ils ne sont pas les 20 qui courent sur le circuit qui ne sont pas bons. C'est vrai, il y a donc tellement de talent. Je veux dire, j'ai regardé
les catégories inférieures ou les catégories secondaires. Ce sont des gars incroyables. Donc je pense pas qu'il y ait une pénurie de talent en termes de pilote. Donc cette partie, je pense que pour quiconque envisage de créer une équipe ou quelque chose de ce genre, ça devrait être le dernier de se soucier à ce stade. Quand on lui demande quel est son favori personnel pour sa nouvelle équipe, Lowe n'est pas si franc. Après tout, il s'agit de l'équipe et non de lui-même. L'entrepreneur au visage de pierre aime regarder toutes les options ouvertes, mais il est particulièrement impressionné par Hamilton ou Verstappen. J'admire vraiment des gens comme Hamilton ou Verstappen. Ils sont très différents, n'est-ce pas? Je veux dire, ils rendent aussi tout le spectacle incroyable grâce à leur talent. Mais comme par exemple l'année dernière, l'accent n'était peut-être pas mis sur les meilleures équipes, mais plutôt sur le deuxième niveau. Donc, comme le milieu de grille est inférieur, et c'est tellement excitant, n'est-ce pas? Putain, interview de merde, oh là là. On s'en fout en fait. Ce mec sera jamais en F1, hein, je vous le dis. Hein. Il aura jamais son écurie. Déjà que la FIA fait chier le monde pour accepter Andretti, c'est pas pour accepter un mec comme Calvin Lowe qui n'a jamais rien prouvé en sport automobile. Il est juste riche, voilà. Lowe conclut en disant qu'il est encore trop tôt pour parler des pilotes pour sa propre équipe. Nous faisons encore des pas de bébé, du moins de mon point de vue, maintenant. Non, je veux pas voir l'interview complète, c'est bon, ça ira. On a eu ce qu'on voulait là. Voilà. Si ça c'était le plus intéressant, alors j'imagine même pas le reste. C'est terrible. Bon, Calvin, bonne chance. Hein, peut-être qu'il sera un jour en Formule 1, mais bon. J'ai quelques doutes, personnellement. Je vous laisse commenter. Qu'a appris Newey lors de la domination de Mercedes? Avoir des moteurs décents. Oui, ça serait mieux, effectivement. Ah oui, parce que aussi le fait que Mercedes dominait, c'est parce que Red Bull avait un moteur Renault qui était pas terrible, au final. Je pense que si Red Bull avait eu un moteur au moins au niveau de Mercedes, ça aurait été beaucoup plus dur pour Mercedes. Entre 2010 et 2013, la formation autrichienne avec Vettel a remporté 4 titres mondiaux d'affilée en utilisant le V8 Renault. Nous avions une excellente relation avec les ingénieurs Renault. Je pense qu'il est juste de dire qu'ils n'avaient pas le V8 le plus puissant, mais c'était un produit qu'ils ont adapté à notre voiture. Nous avions des exigences particulières, notamment la façon dont nous utilisions l'échappement. Ils se sont pliés en 4 pour maximiser ce qu'on attendait du moteur. Et avec succès, mais à partir de 2014, tout a changé et l'ère hybride a pris son envol dans ce domaine. Renault s'est avéré être à la traîne. Nous sommes ensuite passés à l'ère hybride. Renault, la première année, a interprété le règlement moins bien que Mercedes. On était très en retard. La première année, tu l'acceptes. Nous faisions tous des erreurs, châssis et moteur. Avec les nouvelles réglementations, tu peux faire des choses bien ou mal. Ils se sont trompés. Ils ont fait beaucoup de promesses pour régler le problème pour 2015. Quand le moteur au début de 2015 du coup semblait pire que 2014, c'était un moment de dissolution assez important. Red Bull était déçu évidemment. Nous n'avons pas reçu beaucoup d'assurance qu'il y avait une réelle volonté de régler le problème. C'était un moment assez déprimant en vérité. Tu te rends alors compte que dans un avenir prévisible, si tu fais un travail spectaculaire, tu pourras peut-être arracher une petite victoire ici ou là, mais tu gagneras jamais un championnat. C'est donc une remise à zéro. Ah bah ça c'est comme ça, hein, une nouvelle réglementation malheureusement. On l'a vu en 2022 avec Mercedes qui a complètement raté la voiture. Voilà, ça arrive à tout le monde. Hein. Passer rapidement à notre fournisseur de moteur était hors de question à l'époque, car Mercedes et Ferrari ne voulaient pas fournir d'unité de puissance à un concurrent direct et Honda avait ses propres problèmes avec McLaren. Alors, ils étaient pris au piège, hein, clairement. Pour les hommes de Red Bull, tout ça signifie un sacré revers, mais ils ont gardé le moral. Ça fait partie de la vie. L'une des forces de l'équipe est que nous avons baissé la tête et traversé cette période. De sorte que, lorsque nous avons eu à nouveau une bonne unité de puissance grâce au partenaire avec Honda, on a pu réagir. Ok, très bien. Voilà, bah écoutez, est-ce que Mercedes va réagir du coup? Même si Mercedes, c'est pas vraiment le moteur le problème, hein, en 2022. C'était plutôt la voiture en elle-même, le châssis, quoi. Je vous laisse commenter à propos de Newey. Andretti Cadillac, la FIA surprise de la réaction de la Formule 1. Alors, voyons. La F1 a pu bien communiquer, dans lequel la catégorie Rennes se montre très prudente. Nous voulons tous nous assurer que le championnat reste crédible et stable et toute demande de nouveaux participants sera évaluée sur des critères permettant d'atteindre ces objectifs par toutes les parties prenantes concernées. Toute nouvelle demande nécessite l'accord de la FIA et de la F1. Alors, Mohamed Ben Sulayem s'est dit surpris de la réaction négative de certains, sans pour autant les citer, et estime que l'arrivée d'une nouvelle équipe doit être encouragée plutôt que repoussée. Je suis plutôt d'accord avec lui pour le coup. Il est surprenant qu'il y ait eu des réactions négatives concernant les nouvelles de Cadillac et d'Andretti. La FIA a accepté la candidature d'équipes plus petites et performantes ces dernières années, et nous devrions encourager les entrées potentielles en F1 de nouveaux constructeurs mondiaux comme GM et de coureurs pur sang comme Andretti et d'autres. L'intérêt des équipes sur un marché en croissance ajoute de la diversité et élargit l'attrait de la Formule 1. Ouais, clairement, moi je suis pour aussi l'arrivée d'Andretti. Hein. Donc bon, j'espère que ça se fera, mais pas sûr pour autant. Et ça serait une grosse clim pour Andretti de se voir refuser l'accès à la Formule 1. Eux qui ont tout préparé là,
Ça fait des années et des mois et des années qu'ils préparent tout. Ça serait incroyable de leur refuser l'entrée à la F1. Je pense que ce sera un coup de tonnerre pour eux. Je vous laisse commenter. Alors, selon une source de Reuters, Andretti ne sera pas accepté par la F1 et la FIA du coup. Enfin, c'est surtout la F1 qui poserait problème. La FIA, elle serait pas contre. Avec l'annonce d'Andretti Cadillac, ça semble être une question de temps avant que l'entrée de l'équipe ne soit approuvée. Pourtant, il ne semble pas qu'il s'agisse d'un coup double, car si la FIA souhaite voir arriver de nouvelles équipes, c'est pas le cas de la Formule 1. Et oui, il faut bien différencier ce que pense la FIA de la F1. En général, c'est quand même assez différent, la mentalité, on va dire. Une source haut placée au sein d'une équipe rapporte à Reuters que les chances d'Andretti sont très minces. En effet, une grande partie de la majorité de ses concurrents serait contre toute expansion de la grille. Le soutien à Andretti, pour l'instant, ne vient que du camp de McLaren et d'Alpine, ce dernier étant un fournisseur potentiel de moteurs pour Andretti. La plus grande pierre d'achoppement pour les équipes de F1 est le droit d'entrée. Une nouvelle équipe doit mettre 200 millions sur la table, mais les équipes pensent maintenant que c'est trop peu. Après l'inscription, la cagnotte doit être divisée entre 11 équipes au lieu de 10, ce qui signifie moins d'argent au final. Bah non, du coup, parce qu'ils vont pas se donner de l'argent à eux-mêmes. Ils sont bêtes ou quoi dans cet article-là? Il y aurait que 10 équipes qui recevraient donc 20 millions chacune. Parce qu'Andretti va pas se donner 20 millions à elle, ça serait débile. Les 200 millions de dollars font maintenant une mauvaise comparaison, les équipes viseraient plutôt 500 millions. Donc 50 millions pour chaque équipe. Non mais ça va bien là. En attendant, ça ne semble qu'ajouter de la tourmente entre la F1 et la FIA, alors que Dominicali indique clairement que la F1 doit également donner son accord. Le président de la FIA, Ben Sulayem, exprime ouvertement son mécontentement quant à la façon dont les choses se passent. Bah écoutez, voilà. Moi je serais pour à l'arrivée d'Andretti, en vrai, 11 équipes, ça serait bien. 22 pilotes sur la grille, ça ferait 2 places en plus, pourquoi pas, hein. Dommage que les équipes ne veulent pas du coup. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?